Ah oui, il est fondateur pour deux raisons. D'abord parce qu'il nous a prouvé qu'on pouvait être majoritaire à gauche. C'était quelque chose d'important. On fait partie d'une gauche où traditionnellement on nous explique que le Parti socialiste, quelque part, a une place qui lui serait due, qui serait la place majoritaire du parti qui gouverne, du parti qui dirige les coalitions gouvernementales, et qui donc, quelque part, dicte, je dirais, l'idéologie dominante à gauche. Et là, pour la première fois, il y a rupture. Donc il y a, je dirais, tout ce qui est traditionnel de l'autre gauche, les courants radicaux, révolutionnaires au sens strict du terme, les courants comme le Parti communiste, des républicains de gauche qui, depuis longtemps, depuis notamment Maastricht, étaient clairement opposés à cette Europe libérale. Nous rejoignent également des courants du Parti socialiste, ça a été important, avec Jean-Luc Mélenchon, et nous allons faire la preuve que nous pouvons être majoritaires. Donc ça, c'est un premier élément. Je dirais que ça nous décomplexe quelque part, voilà. Même si par la suite, mais c'est pas vraiment le cœur de notre sujet, la tentative ratée de une candidature unitaire en 2007 va ralentir un peu le processus qu'on a relancé avec le Front de gauche. Mais voilà, ça nous donne cette possibilité. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est sur un élément absolument décisif, parce qu'on voit bien que la question de la construction européenne, l'idée d'un marché libre et sans contrainte, qui n'est pas liée seulement au traité constitutionnel européen. La différence, c'est que le traité constitutionnel européen prétendait même le constitutionnaliser. Mais ça, c'est quelque chose qui était déjà présent dans tous les traités antérieurs. Maastricht, Amsterdam, Nice, etc. Donc, c'est cette idée-là que nous battons, et que nous battons non pas sur l'idée d'un repli sur soi, non pas sur, je dirais, une vision nationaliste, xénophobe, frileuse de notre pays, mais sur au contraire celui d'un projet de coopération internationale, enfin des grandes valeurs de gauche. Donc c'est effectivement décisif. Non, vous savez que les mots, faut toujours se méfier parce qu'on est, par exemple, on pense que la question de la souveraineté populaire, c'est quelque chose d'absolument décisif, fondamental, qui doit être s'il restait quelque chose auquel la gauche doit se référer, c'est la souveraineté populaire. Bon, c'est elle qui, je peux vous faire une leçon d'histoire, mais au moment des États généraux en 89, quand spatialement il y a un vote sur le droit de veto du roi et que à droite se mettent ceux qui sont pour et à gauche ceux qui sont contre le droit de veto du roi, c'est là où naît la gauche et la droite. Bon, donc on voit bien que la question de la souveraineté du peuple, c'est quelque chose qui est lié, je dirais, dès sa naissance à l'idée de gauche. Bon. Donc dans souveraineté, on pourrait dire quelque part il y a souverainisme. Bon. Le seul problème, c'est qu'on sait que le souverainisme, pour aller vite, c'est un mouvement qui estime que la question nationale, prime sur tout, c'est-à-dire y compris sur la question sociale. Bon, nous pensons que non. Nous pensons que la souveraineté populaire, dans un cadre national qui est encore le cadre premier pour l'instant des démocraties, est évidemment décisive, mais qu'en même temps, il y a aussi la question sociale. Pour aller vite, on parle des classes, c'est-à-dire de la place qu'occupe chacun sur le spectre des modes de production entre ceux qui vendent leur force de travail et ceux qui font des profits. Enfin, bon. Et cette question-là, elle est aussi décisive. Les deux le sont. Bon. Le souverainisme tire seulement dans un certain sens et du coup peut à certains moments déborder vers le nationalisme. C'est pas forcément ce qui s'est passé avec Jean-Pierre Chevènement. Moi, je pense que Jean-Pierre Chevènement n'a pas revendiqué le terme souverainiste. Sauf que force est de constater, moi j'ai soutenu sa campagne en 2002 pardon. Force est de constater effectivement que il y a eu une dérive. C'est pour une dérive pour un courant qui venait de gauche, gauche du Parti socialiste, ça a été d'oublier au fur et à mesure la question sociale et de tout lier uniquement à la question nationale. Voilà, je crois que c'est ça qui évoque les différences. Mais après, quand vous me dites est-ce que ça vous gêne, je dirais manifestement ça gêne pas des libéraux de gauche de se retrouver à côté de libéraux de droite. Bon, il y avait un objectif, gagner un référendum, ça ne veut pas dire pour autant que nous construisons un projet ensemble. Là, je parle surtout des souverainistes de droite, hein, Dupont-Aignan, et voire pire, on ne construit pas un projet ensemble. Voilà, sauf qu'à un moment donné, il y a un référendum et on ne regarde pas qui vote. Moi, je crois que le vote était majoritairement à gauche en 2005. Non, je ne crois pas qu'il y ait de peuple européen. Je crois qu'un peuple, il s'auto-proclame pas. Il y a différentes choses qui font qu'un peuple existe. C'est-à-dire, un peuple, c'est quoi? C'est à un moment donné un ensemble de citoyens qui décident
d'avoir un projet commun, et ce projet, ils s'y reconnaissent pour des raisons à la fois historiques, culturelles, politiques. Je vais y revenir, c'est ce qui fait la particularité, je crois, je dirais, en tout cas à sa naissance au moment de la Révolution de la République française, c'est que c'est une communauté de politique, un comité de destin politique. C'est un choix qui est lié à la République. C'est pas le droit du sang, c'est pas le fait d'avoir l'impression d'appartenir à un ensemble géographique donné. Avant tout, c'est la volonté d'appartenir à un projet politique qui est celui de la République. Bon. Donc, on a plusieurs façons de concevoir le peuple, mais en tout état de cause, vous ne pouvez pas le décider comme ça. Un peuple, par exemple, c'est le fait de pouvoir que chacun d'entre nous dialogue. La démocratie nécessite, par exemple, qu'on se comprenne. C'est tout bête, mais ça veut dire qu'il y a une langue qui doit être suffisamment commune pour que tout le monde se comprenne, et pas seulement les élites. Bon. Ça nécessite justement d'avoir un projet politique commun. Ça nécessite à un moment donné, sur certaines très grandes valeurs universelles, de dire à peu près les mêmes choses. Bon. Ça nécessite aussi, je crois, une maturation dans l'histoire, bon, voilà, c'est des choses complexes, donc du coup on autoproclame pas. Il y aura peut-être un jour un peuple européen. Je ne dis pas la possibilité qu'il y ait un peuple européen. Mais là, aujourd'hui, force est de constater que l'Europe, alors d'autant plus depuis l'élargissement qui s'est fait, je dirais, sans un regard du tout sur la question de l'intégration politique, c'est-à-dire en élargissant l'Europe uniquement à des fins, je dirais, économiques, on voit bien que aujourd'hui vous avez des différences terribles, ne serait-ce que dans les lois, ne serait-ce que dans les constitutions, donc dans les valeurs et dans les économies, pour ne pas parler des niveaux sociaux et des niveaux de protection sociale, vous avez des différences terribles entre les différents États européens, qui fait que non, on peut pas parler aujourd'hui de peuple européen. Ça, c'est pas ça aujourd'hui qui à mon avis, caractérise l'Europe. Ce qui caractérise l'Europe, c'est un grand marché libre et sans contrainte. Bon, écoutez, elles ont quasiment pas de pouvoir. Voilà, c'est ça, enfin, en tout cas les institutions élues. Le Parlement européen a très très peu de pouvoir. Je donne un seul exemple. Tous les accords commerciaux dont on voit bien l'importance, que ce soit au niveau interne à l'Europe ou de l'Europe vis-à-vis d'autres pays à l'extérieur. On en parlera tout à l'heure avec le grand marché transatlantique. Mais les accords commerciaux sont l'apanage de la Commission européenne. C'est elle qui décide. Le Parlement européen n'a qu'un droit, qu'un avis. Donc on voit bien que c'est un faux semblant de démocratie, disons-le franchement. Bon. Alors après, on pourrait se dire, bon, mais après tout, pourquoi pas? Moi, j'imagine je pense qu'il est nécessaire de reconstruire l'Europe sur une base pour l'instant confédérale, c'est-à-dire où on essaye de réavancer en termes de coordination, de coopération entre les peuples, et avec un objectif qui est le mieux-disant social, le mieux-disant démocratique, on pourrait y venir tout à l'heure. Mais sur cette question-là aujourd'hui, on pourrait dire après tout la Commission devrait être l'émanation des différents gouvernements des différents États membres. Ça c'est vrai, ce qui fait d'ailleurs que il faut arrêter de taper sur la Commission quand elle applique en réalité une politique décidée par les gouvernements nationaux. Mais sauf que de par leur volonté, ils ont laissé finalement à la Commission européenne non élue des parts de pouvoir de plus en plus importantes, qui fait que on en arrive à une situation absolument incroyable. C'est qu'au moment où éventuellement, à cause de la crise de 2008, il faudrait par exemple décider que la Banque centrale européenne, pour des raisons même strictement, je dirais, d'intérêt même, y compris même pour les capitalistes, pour aller vite, puisque la Banque centrale européenne puisse prendre certaines décisions d'abaisser les taux d'intérêt, eh bien, elle peut dire aux États membres, eh bien non, je ne le ferai pas. Bon, ce qui est le seul exemple dans le monde. Hein. Aux États-Unis, au Japon, on n'a pas des exemples aussi frappants et aussi intégral, je dirais, de libéralisme aussi intégral. Donc voilà, on a construit une espèce de machine à faire du libéralisme, une machine à permettre que le système financier prenne le pouvoir. Mais non, mais écoutez, on est obligé, il faut arrêter d'envisager la construction européenne sans analyse géopolitique. D'accord? D'imaginer comme ça, quelque part, il y aurait des intérêts qui n'auraient aucun lien avec les intérêts des différentes nations qui composent l'Europe, et y compris les plus importantes, puisqu'on sait que le franco-allemand, pour aller vite, est quand même ce qui est le corps structurant de l'Europe. L'Allemagne a des intérêts. L'Allemagne a des intérêts, le patronat allemand a des intérêts, ses représentants ont des intérêts. C'est pas être germanophobe que de dire ça, vous pouvez le voir, des intérêts qui, à certains moments, diffèrent des nôtres.
des fois pour des raisons objectives. L'Allemagne est par exemple un pays qui vieillit, où le taux de natalité est beaucoup plus faible qu'en France, qui fait que par exemple sur la question des retraites, sur la question des comptes sociaux, on voit bien qu'on n'a pas du tout les mêmes problématiques. Eux, ils ont des problématiques, en tout cas pour les plus riches d'entre eux, de rentier. C'est-à-dire de faire comment on garde une monnaie forte pour s'assurer que la rente par capitalisation, les retraites par capitalisation ne baissent pas. Nous, on voit bien que notre problématique est autre. On a la problématique de relancer l'activité pour permettre à une population jeune de pouvoir justement subvenir à ses besoins et surtout de relancer l'activité et de relancer également l'équilibre des comptes sociaux en travaillant, en alimentant ces comptes sociaux. Nous n'avons pas donc les mêmes caractéristiques. Donc on ne peut, dès lors, on n'a pas forcément les mêmes politiques. C'est pas dramatique. On peut, dans le cadre de coopération, de relations diplomatiques, être capable quand même de proposer des choses communes. Mais dès lors où ça devient problématique, c'est le fait de l'ignorer. Et donc d'avancer, exactement ce que font les sociodémocrates depuis maintenant 25 ans, c'est-à-dire nous dire en gros, laissons de côté les rapports de force européens, laissons de côté le fait que on voit bien, on avance à chaque fois vers une Europe qui déconstruit les acquis sociaux, qui se fait sur la régression sociale. Le tout, c'est d'avancer sur le contenant, c'est-à-dire on va produire de l'intégration. Et là, c'est un nouvel exemple. Quand François Hollande dit il faut un gouvernement de l'euro, quand il dit oui, il faut plus d'intégration, Madame Merkel a une solution, mais sauf que on débouchera, on sait sur quoi, vu les rapports de force, on débouchera sur une Europe qui sera encore un peu plus libérale et qui là, à la différence, aura même un peu de vernis démocratique, comme vous venez de le dire, puisqu'il y aura des élections, et donc, on n'aura plus éventuellement qu'à l'accepter. Mais c'est mettre en place une mécanique folle. L'Europe ne peut pas être une fin en soi. L'Europe, c'est un moyen. Ça doit être un moyen pour assurer la paix sur le continent, ça doit être un moyen pour permettre du progrès social, du progrès démocratique. C'est pas quelque chose, il n'y a pas de raison de mythifier l'Europe en tant que telle. Bon, on voit bien aujourd'hui que c'est pas le cas. Donc, revenons à la base, revenons à un projet peut-être plus minimaliste, que l'on construira pas à pas, mais dont dont la garantie sera effectivement d'apporter plus de progrès pour les peuples. Et là, on aura peut-être des chances qu'il y ait une adhésion des peuples à l'Europe. Bon, écoutez, on se retrouvera seul, c'est le peuple qui en décidera. Voilà. Nous revendiquons le fait qu'à un moment donné, il donne la majorité à nos idées. Donc, si possible, avec des alliés. Et on verra bien s'il y a peut-être des socialistes à un moment donné qui vont comprendre que pour rester socialiste, il faut arrêter de faire du libéralisme. Bon. Et puis, sinon, on assumera. Non, j'ai franchement pas l'impression que aujourd'hui, ce que décide le Parti socialiste européen est, comme vous le dites, souvent allié avec les mêmes votes que le Parti populaire. Je n'ai pas franchement l'impression que cela suscite une adhésion populaire dans toute l'Europe. Bon, par contre, la vraie question, c'est de faire en sorte que ce rejet, je dirais, d'une Europe libérale, ce rejet d'une espèce de mécanisme folle qui laisse le pouvoir finalement au système financier, qui dessaisit les peuples de leur pouvoir, favorise des courants comme les nôtres, qui internationalisent, qui proposent une coopération, pas le repli sur soi, mais en même temps la souveraineté populaire, et non pas des courants xénophobes, d'extrême droite, voire fascistes. Ça, c'est un vrai enjeu. Mais moi, je crois qu'il y aura de toute façon un bouleversement. Aujourd'hui, tout ça va dans le mur. Tout ça va dans le mur. Ne nous disons pas que on n'est pas dans le cas à un moment donné où on se dirait simplement tout ça est injuste, ça va pas, ça produit trop d'injustice sociale, etc. C'est pas ça. C'est que ça va dans le mur. Ça va dans le mur tout simplement parce que économiquement, dès lors que vous faites de l'austérité, de la récession, vous ne faites que développer de l'austérité, de la récession. Donc les déficits vont augmenter, le chômage va augmenter. Et dès lors, on va rentrer dans une période inévitable de bouleversement. Tout c'est de savoir dans quel sens. Oui, alors, j'ai fait une tribune en vue justement des élections européennes. Un petit peu déjà, parce que je pense que la gauche que nous représentons, même si c'est juste sur le fond, mais ne peut pas aujourd'hui, dans la situation donnée, dans la défiance et que l'on peut comprendre des peuples vis-à-vis de la construction européenne telle qu'elle est, ne peut pas continuer à dire demain on rasera gratis pour une Europe sociale, pour une Europe écologique, pour une Europe démocratique. Bon, les gens n'y croient plus parce que ce qu'ils voient dans la réalité, c'est que c'est quelque chose qui ne fait que s'éloigner. Donc, première chose, il faut revenir sur quelques axes concrets que nous pourrions défendre. Moi, j'en ai défini 4. Il y a effectivement
Le premier, qui est le fait que la Banque centrale européenne arrête d'être indépendante du pouvoir politique, comme c'est, je veux dire, on est le seul, la seule entité géographico-économique au monde qui a une banque centrale qui soit aussi indépendante, qui puisse, à un moment donné, tourner le dos aux décisions politiques et faire ce qu'elle veut. Donc, il faut qu'elle soit dépendante des pouvoirs politiques, au service d'une relance de l'activité, c'est-à-dire au service de quelque chose qui permette des grands emprunts, par exemple, des grands prêts pour la reconversion écologique. Enfin, on voit bien qu'il y a des grands travaux qui pourraient être faits à l'échelle européenne, d'une part. Et la deuxième chose, de casser l'espèce de chantage qui est fait par le système financier sur les dettes souveraines, c'est-à-dire en prêtant directement aux États, comme elle le fait aux banques. Je vous rappelle que la BCE prête à 1% aux banques, qui elles-mêmes, après, font de la spéculation en prêtant aux États. Donc, il faut que la Banque centrale européenne prête directement. Donc ça, c'est le premier axe. Alors, sur l'euro, je pense que moi, j'étais contre Maastricht. Je pense que c'était une erreur de faire une monnaie unique. Il aurait fallu faire une monnaie commune à l'époque, c'est-à-dire une monnaie qui permette à la fois de continuer à avoir des monnaies nationales et qui permette une convertibilité, qui oblige à une convertibilité vers l'extérieur dans une monnaie commune. Bon, pour aller vite. Ça n'a pas été fait. C'est une erreur parce que je pense que l'Europe n'était pas prête pour les raisons que nous disons, c'est-à-dire il n'y avait pas d'harmonisation sociale, pas d'harmonisation fiscale, et en plus de ça, c'était au moment où ça s'est fait, ça s'est fait dans un mécanisme en réalité d'échange avec l'Allemagne, c'est-à-dire l'Allemagne était d'accord pour faire l'euro à condition que ça soit l'euro-marque, c'est-à-dire une monnaie forte dont on voit bien qu'elle ne correspond pas à la 90% des économies européennes, si ce n'est à l'Allemagne. Bon. Donc dès le départ, il y avait le verre était dans le fruit. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que nous avons cette monnaie, elle existe. Bien. Or, une monnaie européenne, dans l'absolu, est nécessaire. Elle est nécessaire pour contrebalancer le dollar. C'est-à-dire que nous devons essayer, et on voit bien d'ailleurs, les Chinois essayent la même chose avec le yen, nous devons essayer d'avoir une monnaie qui ne laisse pas le dollar seul être la monnaie étalon au monde. Ça, je crois que c'est absolument indispensable. Donc, une fois qu'on a cette monnaie, l'idée serait plutôt d'essayer de la sauver. Mais pour la sauver, il faut faire en sorte que ça soit plus l'euro Merkel, c'est-à-dire un euro fort qui ne puisse pas qui non seulement est un problème pour toutes les économies de ce continent, mais en plus de ça, à un moment donné, ça va éclater. Je crois que les gens qui pensent que la crise grecque, la crise espagnole, portugaise, voire française va se gérer tranquillement et qu'on va en sortir, c'est de mettre le doigt dans l'œil. Donc ça va éclater. Donc si on veut sauver l'euro, l'idée d'une monnaie unique, eh bien il faut faire ce que nous on propose, c'est-à-dire un euro des peuples, qui pour le coup serait un euro qui servirait, je vous le disais tout à l'heure, à la relance de l'activité, donc et qui serait lié à une banque centrale qui l'utiliserait, y compris en faisant de l'inflation. Par exemple, nous pensons qu'il faut relancer, pour relancer l'économie, vous faites des grands prêts, des grands emprunts, et donc inévitablement vous faites un peu d'inflation. Bon, selon les économistes, on l'estime à 3-4 points, mais franchement, c'est rien par rapport au vrai problème aujourd'hui qui est le chômage. Et ça nécessite ces réformes. Donc voilà notre préférence. Maintenant, à contrario, ça ne peut pas être fait au détriment des souverainetés populaires et au détriment du progrès humain. Je veux dire que s'il se trouve qu'à un moment donné, on n'arrive pas à transformer l'euro, il faudra bien réfléchir à ce qu'on fait. Alors nous, là encore, on propose une solution intermédiaire, transitoire, qui n'est pas la sortie de l'euro, mais qui est le fait de ce qu'on appelle, enfin c'est Jacques Généraux qui appelait ça gouverner face aux banques, c'est-à-dire le fait que nous produisions nous-mêmes de l'euro. La Banque de France fasse une émission monétaire en euros pour nous-mêmes, à un moment donné, avoir des marges de manœuvre, si on n'arrive pas à les changer au niveau de l'échelle européenne, qui nous permettent, par exemple, effectivement, d'instiller de l'argent dans l'économie, etc. Bon. Très franchement, c'est une mesure transitoire. C'est une mesure qui pourrait être faite en espérant que cela fasse contagion sur les autres pays européens. C'est une mesure au service d'un rapport de force géopolitique. C'est une mesure qu'on ne peut pas imaginer sur le long terme. Mais n'empêche, ça pourrait être un mécanisme que nous, pour l'instant, nous pensons préférable à soit le modèle de sortie de l'euro que propose Oscar Lafontaine, soit, comme certains économistes, genre Jacques Sapir, le fait de revenir à une monnaie commune. Voilà. Oui, oui, bien sûr, ça c'est la base de tout. Vous ne pouvez pas relancer une autre construction européenne sans désobéir au traité. Ça, c'est impossible. Mais d'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'aujourd'hui, il y a plein de moments où on désobéit au traité, parce que les traités
y compris dans les moindres mesures qui ont été prises au niveau européen pour essayer, je dirais, de limiter les dégâts de la crise financière, très souvent, c'était des choses qui ne pourraient pas être permises dans les traités. Je vais vous donner un deuxième exemple où on désobéit sans arrêt au traité, et fort heureusement, c'est que quand vous regardez les coopérations qui sont faites dans le cadre de l'aéronautique ou du domaine spatial, vous apercevez que c'est des États qui coopèrent entre eux. C'est pas l'Union européenne, fort heureusement, parce que ça permet effectivement, le marché pourrait pas le faire, ça nécessite des investissements de l'État. Ben ça, si vous regardez les traités à la lettre, c'est quelque chose qui est absolument interdit, puisque il y a une concurrence libre, une concurrence faussée du fait de l'intervention des États. Donc on voit bien qu'il nous arrive de désobéir au traité, mais il faut désobéir plus radicalement au traité. Donc ça, les écarts de compétitivité n'existent pas. Enfin, en tout cas, pas tel qu'on nous présente. Ça, c'est l'espèce de mécanique des libéraux. Vous savez qu'aujourd'hui, la productivité en Allemagne est moindre qu'en France. Vous savez qu'en Allemagne, aujourd'hui, par exemple, les exportations allemandes se font sur des produits qui sont technologiquement inférieurs en moyenne à la nature des exportations françaises. Autrement dit, c'est pas vrai. Il n'y a pas l'Allemagne n'exporte pas plus que la France parce qu'elle aurait des meilleures voitures, parce qu'elle aurait c'est pas du tout le cas. L'Allemagne exporte plus que la France parce qu'elle a deux mécaniques dont on voit bien qu'ils sont au cœur aujourd'hui des problématiques qui sont posées. Au début des années 2000, avec les sociodémocrates Schröder, dont François Hollande, sur lequel François Hollande a dit tout bien, ils ont fait une politique drastique de l'offre, c'est-à-dire qu'ils ont baissé le coût du travail à un tel point qu'on a aujourd'hui effectivement 5 millions de personnes en Allemagne qui ont des petits boulots à 400 €, d'accord? Donc on voit bien que les travailleurs ont pris cher en Allemagne, mais ce qui a permis de baisser les coûts du travail, et donc baisser le coût des matériaux exportés. Deuxième chose que fait l'Allemagne, c'est qu'elle se sert d'une base arrière qui sont les pays d'Europe de l'Est non intégrés à la zone euro, où elle fabrique je dirais les pièces non assemblées. Enfin, elle les exporte en Allemagne. Là, on met un Made in Allemagne, et là, vous exportez. Bien. Donc, cette compétitivité, c'est un leurre. Elle est basée en réalité sur cette mécanisme de baisse du coût du travail, avec un deuxième mécanique, c'est que si l'Allemagne peut exporter sans problème, c'est parce que justement, elle exporte très majoritairement dans une zone euro où elle ne souffre pas de sa monnaie forte, puisque tout le monde est obligé d'avoir une monnaie forte. Donc on voit bien que la seule solution par rapport à ça, la vraie question qui est posée à la compétitivité française, c'est tout simplement de ne pas subir une monnaie forte qui profite à l'Allemagne. D'où les mesures d'arriver à aller vers un euro des peuples qui soit plus la monnaie forte que nous connaissons, et d'où les mesures de désobéissance nécessaires si l'Allemagne n'accepte pas les négociations que nous, Front de gauche, nous entreprendrions de manière volontaire avec elle si nous étions au pouvoir. Je crois que le principe de non-régression sociale, c'est facile à comprendre, et c'est ce qui nous garantit à la fois d'accepter des délégations de souveraineté et d'aller vers un droit européen, tout en se garantissant en même temps que c'est au service du progrès humain. C'est-à-dire que c'est une idée simple qui d'ailleurs existe dans le droit du travail en France. C'est le fait que dans le droit du travail, vous ne pouvez pas avoir un contrat d'entreprise qui soit inférieur à la loi. C'est la loi qui prime. Bon. Et bien là, de la même manière, ce que nous proposons, c'est que si on va vers un droit social européen, il faudrait un droit social européen, il prime dès lors qu'il est supérieur au droit national. Si c'est le droit national prime sur le droit européen. Voilà. Ce principe de non-régression sociale, c'est la garantie qu'on peut effectivement avancer sur ce que devrait être l'Europe depuis le début si on voulait une construction européenne, c'est une Europe de progrès social. Ouais, enfin non, la première mesure, elle est assez simple, c'est on en a assez qu'on casse nos services publics et que on estime que tous les biens de l'humanité, y compris les biens, ce qui ressort du bien commun, de l'intérêt général, soient soumis au marché. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que on dérégule absolument tous les marchés, on interdit les monopoles publics, on casse les entreprises publiques. Prochainement, c'est ce qui est dans le collimateur et ça commence, c'est l'énergie et le train. Nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons que ce n'est pas un bon système que de casser tout ce qui a été construit dans ce pays, dans ce qu'on appelle l'État social, c'est-à-dire dans la foulée du Conseil national de la résistance, qui permet que un peuple puisse décider de ce qui est lié à l'intérêt général et qu'à partir du moment où il a des services publics ad hoc
que ça soit des services publics nationaux ou, ça peut être le cas, des services publics territorialisés. Bon, il faut se garantir de ça. Donc ça, c'est une mesure absolument nécessaire. Dernière mesure, c'est ce qu'on appelle le protectionnisme solidaire. On a cherché un peu le terme parce que, enfin moi je cherche le terme parce qu'on voit bien que derrière l'idée de protectionnisme, on s'en méfie de temps en temps parce qu'on a l'impression que ça va être le repli sur soi et on met des herses aux frontières. Bon, là c'est pas le cas, mais on a un problème qui est absolument évident, c'est qu'on ne peut pas supporter dans le cas à l'intérieur de l'Europe d'ailleurs, comme à l'extérieur de l'Europe, on ne peut pas supporter que on ait l'organisation d'un grand dumping social et écologique où souvent les mêmes capitalistes, en tout cas les mêmes actionnaires, vont permettre qu'une entreprise soit ouverte à l'extérieur pour produire sous des coûts sociaux et écologiques inférieurs. Et puis après réimporte ces marchandises. Vous voyez bien que là, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. Donc, il faut un protectionnisme solidaire. Pourquoi solidaire? Parce que l'idée, c'est de le coupler en même temps avec une coopération accrue avec les pays, justement, où on exporte. Il aurait mieux valu, si je donne un exemple simplement à l'échelle européenne, au lieu à un moment donné de décider de l'élargissement de l'Europe comme on l'a fait, notamment c'était toujours un peu la question géopolitique qui primait là par rapport à la dislocation de la chute du mur de Berlin, donc d'intégrer tout de suite plein de pays de l'Est qui avaient évidemment des droits sociaux absolument inférieurs à ce qui se faisait en Europe. Au lieu de faire ça, on aurait envisagé au départ une coopération progressive, des aides financières, éventuellement en échange justement de permettre que, au fur et à mesure qu'on a des aides financières, leur droit social augmente. Il y aurait pu avoir des règlements qui soient faits comme ça sur le mieux-disant social. On voit bien que ça aurait été nettement préférable à ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire l'organisation d'un grand marché où un entrepreneur peut décider demain qu'il va aller en Irlande, puis le jour où en Irlande les salaires augmentent trop, on va le mettre dans un pays de l'Est, et puis on va faire le tour comme ça, et à chaque fois c'est les salariés qui ont leurs droits qui baissent. Ben voilà, donc il faut un protectionnisme solidaire qui nous garantisse par rapport à ça. Bah, constatons que pour l'instant, le capitalisme, on va dire financiarisé, qui est quand même celui qui est dominant dans l'économie mondiale et qui fait la pluie de beau temps, pour l'instant, il se nourrit du fait que c'est un libre-échangisme total. Et c'est pas pour autant que les peuples des pays émergents en profitent. C'est ça le constat que nous faisons. Bon. Donc, moi je crois que c'est un leurre de penser, mais d'ailleurs ce n'est pas ce que pensent les mouvements altermondialistes, parce que quand on creuse, des fois il faut se méfier un peu des termes, quand on creuse le sujet, vous apercevez que, oui, ils expliquent que sur certains secteurs, il faut effectivement des mesures de protection. Quand on parle d'exception culturelle, qu'est-ce que d'autre que des mesures de protection qui sont faites pour le domaine culturel? Donc on voit bien que vous chassez le protectionnisme par la fenêtre, il rentre par la porte. Bon. Tout le problème, c'est de mettre les mesures protectionnistes, les intégrer à des politiques qui soient des politiques d'ensemble, qui permettent par exemple la souveraineté alimentaire. Dire la souveraineté alimentaire, on peut se dire de prime abord, on peut se dire, bah tiens, vous pensez à vos paysans. Nous pensons à nos paysans, c'est vrai, il faudrait une souveraineté alimentaire qui éviterait la monoculture, mais en l'occurrence, on pense surtout aux paysans africains, à qui on oblige de faire de la monoculture à certains moments, liés à des cours qui peuvent s'effondrer le lendemain, et qui se retrouvent dans un problème de survie dès lors que ces cours baissent. Donc, il faut revenir sur les relocalisations, il faut de la souveraineté alimentaire, et par contre, ça doit être adossé à une très grande coopération réelle entre les peuples, qui sur d'autres bases que celles que nous connaissons aujourd'hui, qui sont celles du libre-échangisme. C'est un grand marché. Enfin, ce projet, on en parle depuis une quinzaine d'années. Ça fait une quinzaine d'années qu'il revient régulièrement. Le modèle est assez simple. Le modèle, c'est ce qui s'est passé à l'échelle européenne entre les pays européens. C'est-à-dire, on a, au bout d'un moment, fait en sorte de casser toutes les règles et de laisser le marché roi. Enfin, si je voulais une image, je dirais que c'est le retour au libéralisme de Ricardo Smith, le premier libéralisme le plus pur. Donc on l'a fait à l'échelle européenne. Et là, l'idée, eh bien, c'est de le faire cette fois-ci à une échelle transatlantique, dans le terme, c'est-à-dire avec les États-Unis d'Amérique, et d'organiser ça pour le plus grand bien des actionnaires, qui peuvent ainsi continuer à jouer au Monopoly, cette fois-ci sur un espace géographique plus large, des États-Unis aussi, qui pour nous a une place particulière
justement dans ce qui subsiste des intérêts nationaux dans le monde, c'est-à-dire pour aller vite, c'est un empire. Voilà, nous disons les États-Unis restent un empire, et le plus gros des empires, et donc a des ambitions propres. Et troisième danger, c'est que ça nous lie. C'est l'idée qu'à un moment donné, vous savez, c'était l'Amérique de Bush qui a théorisé le choc des civilisations, c'est-à-dire que vous avez des grands blocs. Après la chute du mur de Berlin, il y a des grands blocs, et que ces grands blocs sont en conflit et reposent sur des trépieds qui sont à la fois économiques, idéologiques, religieux, etc. On peut dire que là, le grand marché transatlantique, c'est le pendant économique et libéral du choc des civilisations. Voilà, c'est ça qui était en jeu. Alors, ça a mis beaucoup de temps à émerger. Beaucoup de temps à émerger parce que, fort heureusement, l'atlantisme, c'est pas quelque chose de forcément partagé par toutes les élites politiques du continent. À un moment donné, Jospin comme Chirac, on refusait d'aller plus loin sur ce grand marché, et ça a été relancé en réalité fortement par Nicolas Sarkozy, et malheureusement, c'est en train d'être relancé. Alors là, c'est plus que fortement, puisqu'on rentre là maintenant dans les phases de négociation par François Hollande, qui s'avère quand même aujourd'hui qu'un président dont l'atlantisme est quand même. Enfin, je pense qu'il faut revenir loin pour avoir un président aussi atlantiste. Ah, il y en a pas. Il n'y a pas de place pour la démocratie. Il n'est pas question de démocratie. Il est uniquement question de marché, de savoir comment vous pouvez faire en sorte que les produits s'échangent avec le moins de contraintes possible d'un côté comme vers l'autre. Bon. Je trouve simplement que dans cet accord de réciprocité, dans ce qui est aujourd'hui sur la table, il y a un des deux parties qui est très avantagé. Alors, des fois, c'est au profit des mêmes capitalistes, hein. Bien sûr, le libéralisme ne connaît pas, enfin, qui connaît des frontières. Mais enfin, en tout cas, c'est à peu près les mêmes bases. Mais ce qu'on constate quand même, si vous voulez, c'est que ce projet se construit, sur l'idée d'abolir les barrières tarifaires. Bon, là, c'est quelque chose de très clair, c'est que ça avantage les Américains, tout simplement parce qu'ils ont des barrières aujourd'hui plus faibles que les barrières européennes. Donc, vous comprenez que si vous les éliminez, celui qui avait des barrières plus élevées perd par rapport à l'autre, environ de 40%. Deuxième chose, c'est sûrement le plus grave, sur ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, qui sont en réalité, pour aller vite, tout ce qui est loi, tout ce qui est règle, qui va permettre demain, vu que les Américains ont souvent des normes sociales et écologiques inférieures, par exemple, ils n'ont pas signé les accords de Kyoto, ils n'ont pas signé les accords sur la biodiversité, donc ça va permettre effectivement d'importer des produits que nous nous interdisons nous de faire en Europe, et qui vont semer, ne serait-ce que d'un point de vue de l'agriculture, qui vont être catastrophiques. Bon. Donc ça. Et puis troisième chose, avec une autre logique derrière, parce que ça va jusqu'à là, qui est l'idée que, en réalité, vous ne pourrez plus avoir de spécificité de localisation géographique, ni d'aide, ni de spécificité. Alors, une spécificité, c'est, pour donner un exemple qui nous est cher, nous Français, c'est par exemple la fin des AOC, pour les vins par exemple, il y aura, ça sera considéré comme de la concurrence déloyale de pouvoir faire ça. Bon. Mais de manière plus globale, même toutes les aides à des circuits courts, à des relocalisations, sont des choses qui pourraient ne plus être possibles, puisqu'on pourra porter en justice internationale le fait des États qui le font. Donc voilà, on voit que c'est quelque chose de global. Moi, je trouve que l'image, c'est que c'est la construction d'un OTAN économique, quoi, un OTAN économique, c'est-à-dire il y a un OTAN militaire, économique, et avec un très grand danger, c'est que ça nous force, nous, dans une des idées qui justifie la construction européenne, il y avait à un moment donné le fait de contrebalancer un monde unipolaire et un monde dominé par les États-Unis d'Amérique. Et là, même si on sait que c'était pas le cas, mais là c'est la fin de tout ça définitivement, c'est-à-dire que on sera intégré dans un grand bloc occidental qui aura pour mission, de contrebalancer d'autres blocs, la Chine, les pays émergents, et on voit bien qu'on rentre là dans quelque chose qui ne nous concerne pas, qui est un vrai danger, même y compris pour la paix mondiale dans l'avenir. Alors, la seule légitimité, c'est celle que nos gouvernements leur accordent, puisque ce sont des gens qui ne sont pas élus, hein. Monsieur Barroso, notamment, qui a recommencé les négociations avec Monsieur Obama au début de l'année. Monsieur Barroso, qui, soit dit en passant, rêve d'une seule chose, c'est d'avoir une place à l'ONU depuis quelque temps. Donc je pense qu'il est en train de donner toutes les garanties aux États-Unis pour cela. Mais bon, au-delà du cas Barroso, qui aujourd'hui
fait l'unanimité contre lui, et c'est des fois bien pratique pour ceux qui l'ont soit mis en place, soit qui ont signé le traité qui lui permettent d'appliquer sa politique. On a effectivement, ce sont des commissaires européens non élus qui négocient. Mais bon, c'est pas normal, c'est antidémocratique, tout ce qu'on voudra, mais c'est d'abord et avant tout la responsabilité des gouvernements qui leur permettent de faire ces choix. Je vous dirais que le plus gros scandale que nous avons, c'est que nous sommes en train de parler d'un texte absolument fondateur, qui a autant d'importance très certainement que le traité de Rome, que le traité le traité de Maastricht, et dont nous n'avons eu quasiment aucun, sur lequel nous n'avons eu quasiment aucun débat en France. Rendez-vous compte que notre Parlement a été amené à voter uniquement sur l'exception culturelle. Donc je dirais que c'est la preuve même du caractère non démocratique de ce qui est en train de se passer au nom du libéralisme et au nom soi-disant de la construction européenne. Bah, je crains que l'explication soit que malheureusement la plupart de nos grands médias sont aujourd'hui idéologiquement très liés et très concernés par une pensée unique, quoi. C'est dommage de le dire, mais c'est ainsi. Je veux dire, ils ont les médias jouent effectivement un rôle idéologique, devraient donner les informations. À chaque fois que vous voyez des informations, ça va plutôt dans le sens de dire que finalement, alors ils n'utilisent pas les termes de Barroso. Barroso a dit qu'on était réactionnaire à la France parce qu'on voulait une exception culturelle, mais ça va toujours un peu dans le même sens. C'est que le modernisme, c'est le libre-échangisme. Le modernisme, c'est surtout pas de repli national, alors qu'en réalité, c'est pas ça la question. La question, c'est de savoir si on entraîne tout le monde vers le bas ou si on est quand même encore capable d'avoir des lois et des règles. Bon. Donc, je l'explique malheureusement. Vous savez, rappelez-vous, au moment du référendum sur le traité constitutionnel européen, avant qu'on arrive à percer dans les sondages et à montrer quelques mois avant qu'on pouvait être majoritaire, la plupart des médias nous traitaient tous de nationalistes, voire pire. Voilà, c'était, fallait vraiment chercher un seul journaliste qui émette une opinion inverse. Voilà. Ce que je vous dis, il y a un système politico-médiatique qui n'est pas en notre faveur. Dans les faits, dès lors qu'un État est souverain, il peut désobéir. Vous voyez bien que cette question de la désobéissance dans une entité comme l'Europe, elle est déjà pas très simple. Elle est pas, je veux dire, on n'arrête pas de nous dire aujourd'hui quel est peut-être l'élément le plus décisif qui fait que la plupart de nos concitoyens vont, de plus en plus de nos concitoyens ne vont plus voter, c'est qu'on n'arrête pas de nous dire, mais vous vous rendez compte qu'on peut rien faire, quoi. C'est la mondialisation, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, etc. Notre pays, un si petit pays, bon, même quand ce pays c'est encore la 6e puissance économique au monde et que justement il a des marges de manœuvre. Donc c'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire. Donc imaginez maintenant le même scénario, cette fois-ci dans une entité qui serait, comme vous le dites, qui produirait à elle seule la moitié des richesses dans le monde. Bah, cette pression serait encore plus forte. Ce contournement des souverainetés des démocraties serait encore plus forte. Donc c'est un système orwellien, quoi. C'est 1984, c'est-à-dire quelque chose dont on peut penser que si on nous l'installe, c'est des choses dont nous aurons beaucoup de mal à revenir. Et c'est ce qui nous inquiète particulièrement. Oh, il représente une vraie menace pour ce que nous on appelle les productifs, c'est-à-dire aussi bien les salariés que les petits entrepreneurs, que tous ceux qui ne vivent pas de l'argent de leurs actions, de l'argent spéculatif, mais qui vivent directement de leur force du travail. Bon. Même si à certains moments le fait d'avoir ou pas le capital change évidemment les choses, mais enfin, on voit bien que la vraie différence, elle est entre ceux qui peuvent jongler sur une économie mondiale et puis ceux qui produisent des richesses. Voilà, bon, ça c'est sûr, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Bah, à partir du moment où, vous savez, l'histoire quand même, c'est le fait que pourquoi on fait des règles et des lois, en général, c'est pas pour garantir les riches d'être encore plus riches. C'est souvent justement pour se garantir qu'on n'est pas dans une loi de la jungle et qu'on n'est pas dans une société où tout est permis et au plus puissant de dévorer le plus faible, etc. C'est pour ça qu'on a mis en place des constitutions, des lois, etc. Bien. Donc dès lors que vous cassez tout ça et que vous arrivez à revenir justement sur un libéralisme pur, inévitablement vous avez un ensemble de systèmes qui entraînent une régression démocratique. Je crois que
enfin, on est au cœur de la question qui nous est posée, qui est posée à la gauche, enfin, qui devrait être posée à la gauche. C'est que on a vécu tout le XXe siècle avec l'idée que le capitalisme était quasiment lié de manière structurelle avec la démocratie bourgeoise, la démocratie représentative. Donc c'était quelque chose qui allait de soi. Alors bien, il y a des moments où, quand le capitalisme avait besoin, était menacé par des fronts populaires ou autres, il pouvait aller sur des visions totalitaires. Ça, c'est oui. Mais enfin, quand même, ce qui dominait, c'était quand même cette idée-là. Aujourd'hui, on est en train d'assister à quelque chose où, en réalité, on s'aperçoit que le capitalisme, dans sa version actuelle, la plus hard, la plus libérale, eh bien, sa logique l'entraîne à contourner les cadres démocratiques. Parce que le marché, au bout d'un moment, ne peut plus être contraint. Donc voilà, c'est bien sûr de ça dont il est question, et c'est une question qui est civilisationnelle. On peut parler de danger de régression civilisationnelle à travers ce type de traité. Ah, les réflexions, on les cherche. On les réfléchit parce que pour l'instant, ce qu'on a vu, nous, c'est que sur toutes les normes, par exemple, de poulet lavé au chlore, des OGM, de tout ce qui est lié à un agrobusiness, les moindres progrès qui avaient été faits en Europe, qui ont été faits en Europe ou dans le cadre national, sont balayés. Donc non, on voit bien que là, vous avez... c'est un autre exemple. Quand vous posez cette question, on peut se demander ce qui va se passer par rapport au gaz de schiste. Parce que aujourd'hui, les États-Unis vont à fond sur le gaz de schiste. Bien. Nous, on voit que selon les pays européens, il y a des hésitations. L'Allemagne, ce qu'on entend dire, c'est que l'Allemagne envisage ce type d'exploitation énergétique. On voit bien que là, il y a plein de questions qui sont liées à l'environnement. Vous imaginez bien que dans le cadre d'un grand marché qui justement libéralise y compris la question énergétique, qu'est-ce qui pourra rester à un État comme la France de refuser d'aller vers l'exploitation des gaz de schiste? Donc moi je crois que ce genre de traité qui est fait au nom du libéralisme, au nom en gros, de faire des affaires pour aller vite, les affaires qui priment avant tout, eh bien la question sociale et écologique passera inévitablement aux arrière-plans. À peu près comme ils sont associés à toutes les négociations aujourd'hui qui régissent le cadre des traités européens. Non. La preuve, c'est que récemment, vous savez que le TSCG est le premier traité à être refusé par la Confédération européenne des syndicats. C'est la première fois, qui a une réputation d'être assez modéré. Je n'ai pas vu que ça ait eu une moindre incidence dans le fait qu'il ait été voté. Et là, c'est exactement la même chose. Non, ce sont des traités qui se signent sans aucun souci justement de ceux qui représentent les salariés ou de ceux qui représentent les intérêts écologiques. C'est bien pour ça d'ailleurs que nous, parti de gauche, et je pense que les prochaines élections européennes doivent servir, et nous servirons nous en tout cas à nous en faire les porteurs. Nous exigeons que ce traité ne puisse pas être appliqué sans référendum. Il faudra un référendum. Alors le mot d'ordre est simple, c'est qu'il faut refuser dans sa globalité le traité, ce grand marché transatlantique. Voilà. Et donc, il faut se donner les moyens de le refuser. Donc, nous, on est pour des mobilisations unitaires, on est pour appeler tous ceux qui sont contre à se mobiliser. Et puis également, eh bien, si jamais à la fin des fins, les négociations vont jusqu'au bout, on exige qu'il y ait un référendum, parce qu'on est à peu près persuadé que s'il y a un référendum, il ne passera pas.